Bienvenue à ce 20h, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir au sommaire de cette édition. La campagne électorale prend fin ce vendredi à minuit et les différents candidats ont eu 3 semaines pour convaincre l'électorat. Mais à ce stade, quelles sont les intentions de vote des Burkinabés? Les différents sondages, les résultats de ce sondage de l'IRSOA à découvrir dans cette édition. Et la plupart des électeurs ont été séduits par les propos des candidats ou leur programme. Certains proposent de donner une place considérable à l'exploitation minière au Burkina. Notre habituelle lecture croisée porte aujourd'hui sur le secteur minier vu par les différents candidats. Et nous parlerons également du coronavirus et de sa propagation dans le monde. Les États-Unis et l'Inde mènent la course en tête avec la barre de 9 millions de contaminations qui vient d'être franchie en Inde. Le gouvernement a quadruplé les amendes infligées à ceux qui ne respectent pas le port de masque obligatoire à New Delhi. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur LCA. Alors, ce dimanche, les Burkinabés se rendront aux urnes pour les élections couplées, présidentielles et législatives. Le MPP, le CDP, l'UPC et le parti Agir Ensemble se classent dans le top 4 des partis qui viennent en tête dans le sondage d'intention de vote. Un sondage réalisé par l'Institut de recherche et de sondage Apidon IRSOA qui a porté aussi sur la connaissance du programme des candidats, la perception des meilleures affiches de la campagne, les impacts de la campagne, entre autres. Vous verrez, Roch Christian-Kaboré et le MPP mènent la course en tête dans la plupart des catégories. Ilyas Kaboré. Le candidat Roch Kaboré en tête dans les intentions de vote du président du Faso avec 57,61%. Il est suivi de Idi Komboigo avec 11,87%. Zéphirien Diabré, quant à lui, est placé 3e dans les intentions de vote avec 10,74%, suivi de Kadri Désiré Ouedraogo qui se positionne à la 4e place avec 4,52%. Et Yacouba Isaac Zida ferme le top 5 avec 3,26%. Le reste des candidats ont chacun moins de 2%, en dehors de Taïrou Bari qui a un peu plus de 2%. Ce sont là les résultats du sondage mené par l'Institut de recherche et de sondage Apidon du 8 au 10 novembre 2020. Le sondage était à sa 4e phase et s'est intéressé aux questions relatives à la connaissance du programme des candidats, à la perception des meilleures affiches de la campagne, aux impacts de la campagne, aux perceptions de la justice sous le mandat du président sortant et aux intentions de vote. Au niveau des impacts de la campagne sur l'intention de vote, plus de 3/4 des répondants affirment que la campagne n'impactera pas leurs intentions de vote aux législatives et plus de 4/5 des répondants affirment que la campagne n'impactera pas leurs intentions de vote du président. Il nous semble donc qu'en début de campagne, les grands choix sont faits et que tout se joue sur un ensemble d'indécis qui sont estimés à 27% de l'échantillon au début de la campagne. L'enquête a été menée sur un échantillon de 2300 personnes reparties dans les 13 régions du pays. Quant à l'échantillon, il a été constitué sur la base des électeurs disposant de contacts téléphoniques et la collecte, elle, a été réalisée par la méthode du Computer Assisted Telephone Interview. Et à l'oreille du scrutin de ce dimanche 22 novembre, une délégation d'observation électorale a été reçue en audience par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dans la matinée de ce vendredi 20 novembre 2020. Face au président Newton Ahmed Bari, les observateurs électoraux ont donné leurs impressions de la campagne électorale qui s'achève et également émis des inquiétudes quant au vote des déplacés internes. Bassirou Sawadogo et Mamadou Souari. Les échanges entre Newton Ahmed Bari et ses hôtes du jour ont porté sur le scrutin du 22 novembre 2020. Durant 2 heures environ, le président de la Commission électorale nationale indépendante a répondu aux différentes préoccupations soulevées par les observateurs électoraux. Au plus 800 électeurs par bureau de vote, mais le système que nous avons, parce que nous avons un système électronique d'enrôlement des électeurs, est paramétré pour 500 électeurs. C'est-à-dire, quand nous arrivons à 500 électeurs, le système lui-même crée automatiquement un autre bureau. Il arrive cependant que dans un certain nombre de centres, puisque les kits sont différents, c'est-à-dire que dans un centre, on peut avoir 2 ou 3 kits prépositionnés. Et comme les kits ne sont pas interconnectés, chaque kit crée en fait à la vérité son bureau. À partir du moment où nous dépassons
À partir du moment où nous dépassons les 500, il génère automatiquement un autre bureau. Selon les observateurs de l'Union africaine, de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et de plusieurs autres organisations, les acteurs politiques n'ont pas connu d'écart de langage lors de la campagne électorale qui s'achève. D'abord, nous sommes réjouis du fait qu'il y a un accord, un consensus sur le fichier électoral, sur la commission elle-même, la CENI, et ensuite sur l'accord que les zones où les gens ne pourront pas voter, qu'il y a un accord entre toutes les partis politiques. Nous avons soulevé quelques inquiétudes concernant le vote des déplacés, et ceci a été bien expliqué. Ensuite, au sujet des médias, le libre arbitre, mais surtout le fait qu'il y a eu un débat citoyen, aucun des candidats n'a tenu des propos déplacés. Nous avons maintenant attiré l'attention de l'organisme chargé des médias de faire en sorte que d'ici à la fin des résultats, toutes les radios communautaires, confessionnelles, publiques et privées soient invitées à passer le message de l'acceptation des résultats. Puisque le diable est dans les détails, c'est maintenant qu'il faut éviter que les influenceurs, les blogueurs et toute autre personne qui pourrait tenter de dénaturer ce qui se passe, ce qui s'est bien passé jusque-là, soient remises en cause. Donc nous partons d'ici avec l'espoir que après-demain, les Burkinabés vont voter dans la sérénité et que les résultats seront transparents et acceptés de tous. La mission de ces différents observateurs électoraux consiste à assurer le bon déroulement des activités entrant dans le cadre du processus électoral, notamment dans la transparence et l'équité. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, CODEL, comme en 2015, va déployer plusieurs observateurs en vue de la surveillance des élections de ce 22 novembre au Burkina Faso. À quelques heures du déroulement du double scrutin, la CODEL est fin prête après l'installation de sa Situation Room, son quartier général de remontée des données recueillies sur le terrain. Une de nos équipes était sur place. Les détails avec Franck Aristide Jeffa et Achille Ouedraogo. Avec 3800 observateurs formés, dont 500 qui utiliseront des smartphones pour une remontée rapide des données, la CODEL se dit prête après l'installation de sa Situation Room. Si la CODEL installe son quartier général à Splendid Hostel pour suivre un peu le déroulement des élections du 22 novembre. Et actuellement, les techniciens qui sont chargés d'être en contact avec les observateurs ont déjà été formés, les installations sont faites, on fait des tests de fonctionnement des appareils téléphoniques qui ont été remis aux observateurs. Les membres de l'équipe de décision aussi ont été briefés ce matin sur les différents rôles et responsabilités. Donc nous sommes fin prêts pour l'observation des élections. Nous couvrons toutes les provinces du Burkina et là où un bureau de vote sera ouvert, la CODEL est à mesure de déployer un observateur. Bien sûr, nous tenons compte du fait qu'il y a des zones qui sont dans une insécurité assez prononcée et nous n'exposerons pas en tout cas nos observateurs à aller dans ces zones-là. Mais nous avons recruté des observateurs dans toutes les 45 provinces. Et le quartier général de la CODEL est installé du 19 au 24 novembre 2020. Demain déjà, il y aura une déclaration d'arrivée de la CODEL pour présenter en fait le dispositif qui est mis en place et discuter avec les hommes et femmes de médias de ce qu'on va faire. Et le dimanche, on fait l'observation du déroulement du scrutin avec des remontées de données sur les alertes, les incidents, les dysfonctionnements qu'on a constatés sur le terrain et demander aux acteurs d'apporter des correctifs. Et nous restons là jusqu'au 24 où une déclaration finale sera faite. Vous savez que le type d'observation qu'on fait demande quand même des outils technologiques avancés. Donc aujourd'hui, c'était hier et aujourd'hui les formations, aujourd'hui le briefing avec l'équipe de la chambre de décision. Et à partir de demain, le travail proprement dit commence. Toutes les données que les observateurs vont remonter seront disponibles sur cette plateforme. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, CODEL, invite par ailleurs les populations à visiter cette plateforme avant, pendant et après le double scrutin du dimanche prochain.
À J-1, avant la clôture de la campagne électorale, le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, est allé battre le rappel de ses militants de Boulbi dans la commune de Consilga. Un deuxième meeting dit de rappel organisé hier jeudi 19 novembre par la direction communale de la campagne de Consilga. Objectif, s'assurer du vote des militants de cette commune et aussi bien pour les présidentielles que pour les législatives. Le compte rendu est signé Achille Ouedraogo et Farida Tchoukaboré. Ce deuxième meeting du mouvement du peuple pour le progrès à Boulbi, dans la commune de Komsilga, avait pour objectif de rappeler à ces centaines de militants ici rassemblés qu'ils devraient voter pour le MPP. Pour la direction communale de campagne, le bilan des tournées est satisfaisant avec 36 villages touchés en moins de 3 semaines. Nous avons décidé de faire des assemblées générales et des meetings de ratissage au niveau des villages qui font frontière avec la ville de Ouagadougou et qui ont des zones non loties, puisque la plupart des gens dorment à Ouagadougou et le matin, ils dorment ici et le matin ils partent à Ouagadougou. C'est à ce sujet que nous avons décidé de venir tenir le meeting là à Boulbi ici ce soir, pour appeler les gens, pour qu'ils puissent savoir, puisque après notre premier passage, il y a eu des autres partis qui sont venus s'entretenir avec eux, donc il faut qu'on revienne encore pour tenter de les remettre, pour les réactiver et les rappeler que le seul candidat qu'il faut voter, c'est Roch-Marc Christian Kaboré et le MPP pour le compte des législatives. Cette mobilisation des habitants de Boulbi, visiblement acquis à la cause du MPP, est aussi à mettre à l'actif de Rasmane Ouedraogo, conseiller municipal du village. Ce dernier ne doute pas du coup KO promis à leur champion Roch-Marc Christian Kaboré. Il ne doute pas non plus du vote massif des militants pour son parti, le MPP, pour le compte des législatives. Aujourd'hui, je suis très content avec la mobilisation forte qui était ici. Donc nous, en tout cas, on a parfaitement d'accord que le président Roch va aller au Kosiam. Pas question, c'est un coup KO seulement, puisque les tournois que nous avons fait parmi les 36 villages, ce que nous avons vu, c'est pas peu. Nous, en tout cas, nous, on sait que cette fois-ci-là, il n'y a même pas de problème. Selon le directeur communal de campagne, la confiance et l'espoir sont au rendez-vous dans les rangs du MPP. Créée en 2018, elle prit la magistrature suprême pour le compte des élections de ce 22 novembre. Elle, c'est l'Organisation des peuples africains au Burkina Faso, au PABF, qui est allée à la rencontre des Burkinabés dans les villes et campagnes du pays afin de convaincre les électeurs. À quelques heures de la clôture de la campagne électorale, nous avons rencontré le candidat du parti qui invite les populations à lui faire confiance pour un développement durable et un Burkina plus sécurisé. En outre, le candidat du parti du Phénix est confiant qu'à l'issue des élections, il triomphera. Il s'exprime au micro de Achille Ouedraogo et Aimé Sawadogo. Nous avons simplement dit aux populations du Burkina Faso, aux populations des villes et des campagnes, que le 22 novembre prochain, l'occasion leur est offerte de choisir leur gouvernement et de choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et pour nous, cette élection se passe donc dans un contexte particulier. Un contexte dans lequel le Burkina Faso est traversé par une crise sécuritaire, un contexte dans lequel le Burkina Faso a connu plus de 2000 personnes qui ont été tuées en 5 ans, plus de 2700 écoles fermées, plus de 350 000 élèves qui ne peuvent plus aller à l'école et plus de 1 million de Burkinabés qui sont déplacés dans leur propre pays. Nous avons donc invité les populations à analyser cette situation et à comprendre que leur choix ne peut plus se porter sur les gouvernants actuels et que c'est le moment d'opérer un changement. Et nous leur avons dit que notre programme, qui est un programme révolutionnaire, anti-impérialiste, est le programme qui peut nous permettre d'assurer au peuple burkinabé la sécurité, d'assurer au peuple burkinabé la paix et la cohésion sociale et de travailler pour un développement endogène dans l'intérêt des peuples du Burkina Faso. Et Maître Ambroise Farama se présente comme le candidat de la rupture et ainsi il veut amener les Burkinabés à rompre avec les liens de l'ancienne classe politique et la malgouvernance. S'il y a un secteur que le candidat de l'OPABF compte redynamiser, c'est bien celui des mines. Dans son programme, il compte s'investir afin que l'exploitation minière soit véritablement profitable à l'économie du Burkina. Maître Ambroise Farama s'exprime toujours au micro d'Achille Ouedraogo et Aimé Sawadogo.
Je suis satisfait de cette campagne en ce sens que je pense que mon message a été entendu grâce à vous, grâce aux médias, et je vous en remercie. Je suis également satisfait du fait que cette campagne jusque-là s'achève sans incident majeur. Parce que parcourir tout le pays, ce n'est pas une chose évidente. Et surtout avec la logistique que nous n'avons pas toujours donc, des véhicules et des motos qui sont en état bien solide. Mais Dieu merci, nous avons pu en tout cas boucler la boucle. Il reste donc ce matin que nous devons faire notre meeting de clôture à Fada, à l'est du Burkina Faso. Et donc pour nous, nous pensons que notre message est bien entendu. Seulement c'est que nous ne pouvons pas aller partout. Mais partout où nous sommes allés, partout où nous avons rencontré des populations, elles ont compris notre message et nous sommes convaincus qu'au soir du 22, ceux qui pensent que nous sommes des jeunes qui viennent d'arriver en politique, ceux qui pensent qu'ils sont des baobabs et que nous sommes en fait donc, des plaisantins, je veux tout simplement leur dire que nous sommes le phénix et que le phénix sera perché du sommet de ces baobabs-là pour prendre son envol pour aller à la gouvernance du Burkina Faso. Et au-delà de l'OPABF, plusieurs autres partis portent également leur regard sur le secteur minier au Burkina Faso. Que faire pour booster le secteur? Ils font des propositions dans leur projet de société. Dans notre habituelle lecture croisée des différentes propositions des candidats, nous nous intéressons aujourd'hui au secteur des mines au Burkina Faso et c'est avec Salif Kaboré. Le candidat du mouvement du peuple pour le progrès, Roch-Marc Christian Kaboré, propose dans son programme une meilleure répartition des richesses du sous-sol burkinabé avec l'État, les populations et les exploitants. De plus, Roch-Marc Christian Kaboré veut l'appropriation de l'exploitation minière par les acteurs locaux. Le candidat du CDP, Edi Komboego, lui, dans son programme de société, prône une meilleure réorganisation du secteur minier avec un accroissement de la production et un suivi rigoureux dans le processus de traitement et d'exportation. La candidate Monique Yelikam veut éduquer les populations sur l'utilité et la nécessité d'une production qui développe d'abord les localités installées sur les sites miniers. Claude Emeta Sambedo propose, lui, de revoir totalement les cahiers de charges avec les sociétés minières. Le candidat du MCR, Tahirou Bari, ne va pas du dos de la cuillère pour dénoncer dans son programme de société ce qu'il qualifie de pillage de richesses de Burkinabé. Il propose de mettre fin à toutes ces pratiques s'il est réélu au soir du 22 novembre 2020. Le candidat de l'Union pour le progrès et le changement, Zéphrin Diabré, propose dans son programme de société une richesse qui sera répartie de façon équitable entre les Burkinabés. S'il est réélu le 22 novembre 2020, Zéphrin Diabré propose de mettre fin aux pratiques qui ne sont en cours qu'au Burkina Faso. Et les Burkinabés se rendront aux urnes ce 22 novembre pour les élections, mais en Ouganda, ce sera le 12 février 2021. Mais déjà, les hostilités ont commencé avec notamment les diverses interpellations de Bobi Wine, l'ancien rappeur qui a défié le président Museveni pour les prochaines élections. Depuis l'annonce de sa candidature, l'opposant politique est l'objet de plusieurs arrestations. La dernière en date, c'est celle de ce mercredi, ayant provoqué une vague de contestation dans les rues de Kampala, la capitale. On dénombre finalement 37 morts. Bobi Wine a quant à lui été libéré sous caution, mais il lui est officiellement reproché d'organiser des rassemblements de masse malgré une interdiction dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ses partisans dénoncent plutôt une justice à deux poids deux mesures qui laisse le président Museveni organiser quant à lui ces rassemblements sans être inquiété. Et revenons au Mali, à côté pour parler du triste sort des habitants du village de Farabougou, où 3 personnes ont été tuées ce 19 novembre. Le village de Farabougou subit un siège de la part des combattants djihadistes depuis début octobre. En dépit de la présence de l'armée malienne arrivée dans le village il y a près d'un mois et malgré les engagements pris il y a de cela 2 semaines lors du forum de Niono pour la réconciliation communautaire dans le cercle, les habitants n'ont toujours pas retrouvé leur liberté de mouvement. Les villageois étaient partis au champ en fin de matinée lorsqu'ils ont été visés par des tirs des djihadistes. Les militaires maliens sont intervenus mais trop tard. Ils ont ensuite engagé des recherches avec leurs véhicules selon un habitant, mais en vain. Aucun détail n'a été rapporté par l'armée sur ces opérations. Ce bilan a été confirmé ce 20 novembre au matin par un porte-parole de l'armée malienne.
Le baromètre des médias africains est un instrument d'analyse et d'évaluation de la situation des médias dans un pays et de lobbying pratique pour les réformes du secteur des médias. Il a été mis en place par Friedrich Herbert Stephens de l'Institut des médias d'Afrique australe en 2004. Et pour la première fois, le baromètre a évalué le secteur médiatique du Burkina. Le rapport qui concerne l'année 2019 a été présenté à la presse ce jeudi. Selon les experts, les professionnels des médias au Burkina évoluent dans un environnement assez bien, mais des efforts restent encore à fournir. Le reportage est signé Bassirou Sawadogo et Aimé Sawadogo. Le rapport du baromètre des médias africains Burkina Faso 2019 révèle qu'il y a un état des lieux assez bien en ce qui concerne l'état de la liberté de presse et les conditions de travail des professionnels des médias. Ce rapport est le fruit du travail d'une douzaine d'experts pour qui il existe des tests et des mesures d'encadrement qui permettent un exercice de l'expression de la liberté de presse. Mais aussi, il existe des lacunes. Aussi bien du côté des textes, parce qu'on a vu l'évolution, la révision du code pénal qui est devenu un peu plus draconien en matière d'exercice de la liberté de la presse. Par exemple, qui limite la manœuvre des hommes de presse. Il y a les conditions économiques des professionnels des médias aussi qui se posent avec le niveau des salaires. Certes, ça peut être en rapport avec l'environnement économique, mais il y a des efforts à faire à ce niveau. Le rapport note également que les professionnels des médias burkinabés appliquent des normes professionnelles assez bonnes, mais il y a des efforts à faire en matière du respect de l'éthique et de déontologie et suggère entre autres le renforcement des programmes de formation dans les écoles et universités et le renforcement des capacités des professionnels des médias. L'étude est portée par la fondation Friedrich Herbert Stiftung. Oui, donc normalement c'est prévu un rythme de 3 ans. On n'a pas pu faire, disons ça, cette année à cause de la situation de la Covid dans d'autres pays, mais normalement notre rythme est de 3 ans. Et disons, nous avons commencé au Burkina. Comme je vous ai dit, c'est un bon départ et on va voir comment ça va suivre. Mais il reste du temps pour faire le lobbying et on va voir quels résultats ont eu ces efforts des représentants des médias. Le baromètre d'un pays se tient tous les 3 ans et c'est la première fois que le Burkina Faso est évalué. De 2005 à ce jour, 31 pays africains ont été déjà évalués au moins une fois par le baromètre des médias africains. Un mot de Covid pour terminer cette édition. Pendant que la course au vaccin s'accélère, la propagation du virus continue également. Deuxième pays le plus touché au monde, arrivant derrière les États-Unis, l'Inde a franchi la barre des 9 millions de cas, plus précisément 9 4 365 cas, avec 132 162 décès selon les derniers chiffres officiels indiens. De nombreux experts pensent cependant que le chiffre réel est beaucoup plus élevé, et ce, en raison du nombre relativement faible de tests effectués dans le pays. Le pays officiellement le plus touché par la pandémie demeure les États-Unis, qui dénombre 11,6 millions de cas et plus de 250 000 décès. Ce jeudi, le gouvernement de New Delhi a décidé de quadrupler les amendes infligées à ceux qui ne respectent pas le port de masque. L'Inde a imposé en mars des restrictions très strictes, mais celles-ci ont été graduellement levées par le gouvernement dans une démarche de relance économique. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à la préparer et à vous la présenter. Très bonne suite des programmes sur LCA.